11 mars 2011 h 0. À 130 km des côtes japonaises, la Terre cède soudainement. Une énorme plaque de croûte terrestre, longue de plusieurs centaines de kilomètres, se détache, libérant des siècles de pression accumulée. En une fraction de seconde, presque instantanément, des ondes de choc se précipitent vers la côte. Nul n'est prêt pour la suite. À Fukushima Daiichi, les opérateurs entendent un cri métallique. L'acier se tord et le béton grince. Le sol s'effondre, les murs vacillent, la pièce se déchire. Masao Yoshida, directeur de la centrale, est dans son bureau. Il est projeté au sol alors que les dalles du plafond éclatent en poussière, que de lourds classeurs se détachent des murs et glissent à travers la pièce. Dans le sous-sol de l'unité, les capteurs d'accélération hurlent. Les secousses dépassent les limites de conception de la centrale, pliant l'acier et brisant le béton. Ce n'est pas un séisme ordinaire. 2 minutes plus tard, dans les cœurs des réacteurs 1, 2 et 3, la procédure d'arrêt d'urgence SCRAM démarre automatiquement. Des vérins hydrauliques, placés sous les cuves des réacteurs, propulsent les barres de contrôle dans le combustible nucléaire. Ces barres en carbure de bord empêchent la fission nucléaire. La réaction en chaîne s'arrête. Les 4,7 gigawatts chutent à zéro et les turbines ralentissent. Les alarmes hurlantes et la poussière qui retombe sont les seules choses qui restent. En salle de contrôle, un superviseur s'agrippe à la console, observe les voyants verts et crie « Arrêt confirmé ». Les bâtiments sont fissurés, les routes déformées. Le réseau électrique effondré isole la centrale. Pourtant, les systèmes de sécurité fonctionnent encore, et ces hommes sont soulagés. Ils ont survécu au séisme le plus puissant de l'histoire du Japon, une magnitude 9,0. Du moins c'est ce qu'ils pensent. Au fond des bâtiments des turbines, les générateurs diesel de secours rugissent et s'activent, d'énormes moteurs de la taille de train, conçus précisément pour ce genre de situation. L'électricité alimente les pompes qui font circuler l'eau autour des barres de combustible pour stabiliser la température. Mais ce n'est que le début, 20 minutes se sont écoulées. Même si les barres de contrôle ont arrêté la fission, les assemblages de combustible sont toujours actifs. À l'intérieur des tubes métalliques, les sous-produits de l'uranium se désintègrent et libèrent une énorme quantité de chaleur résiduelle. Quelques minutes après l'arrêt, les cœurs produisent environ 7% de leur puissance maximale. Cela peut sembler peu, mais c'est assez d'énergie pour faire fondre de l'acier et faire bouillir des tonnes d'eau en quelques secondes. Toute cette chaleur reste piégée dans une cocotte minute. Le réacteur nécessite un flux d'eau constant pour l'évacuer. Masao Yoshida surveille les moniteurs, voit les générateurs brûler et entend les pompes bourdonner. Il pense que le système tient bon, mais il ignore totalement le chaos qui se déroule à l'extérieur. L'océan se retire du rivage, prêt à déchaîner sa destruction sur la centrale. Les répliques frappent toujours la centrale. Pendant que les opérateurs contrôlent le périmètre, un ouvrier regarde le rivage et s'arrête. L'océan a disparu, révélant les rochers sombres et visqueux du fond marin. Les hommes peinent à croire ce qu'ils voient. Une ligne noire à l'horizon révèle un mur d'eau gigantesque fonçant sur eux. Elle frappe le plateau continental, ralentit mais s'élève. La digue de Fukushima, haute de 6 mètres, est dépassée par la 14 mètres. 51 minutes. À 15h37, le tsunami frappe avec fracas, submerge la centrale et détruit la digue immédiatement. La vague massive, mêlant boue, voitures, conteneurs et déchets industriels, s'abat sur la centrale avec des millions de tonnes. Les véhicules extérieurs sont projetés contre les murs. L'eau monte les falaises, envahit les bâtiments des turbines, brise les portes en acier et pénètre dans les puits d'admission. Elle descend rapidement vers les sous-sols, au cœur de la centrale, où sont les équipements électriques et générateurs de secours. En quelques secondes, les salles des générateurs sont remplies d'eau de mer du sol au plafond. Les puissants moteurs diesel s'étouffent et s'arrêtent. Les panneaux électriques disjonctent, puis s'éteignent. 12 des 13 générateurs cessent aussitôt de fonctionner. Le 13e générateur, refroidi par air, est dans l'unité 6, sur une colline trop éloignée pour servir. Les lumières s'éteignent, le vrai combat débute. 55 minutes. Dans la salle de contrôle, l'obscurité engloutit tout. La ventilation s'arrête. Le bourdonnement régulier des pompes de refroidissement cesse. Les panneaux de contrôle, habituellement clignotants en rouge et vert, sont noirs. Seuls les panneaux de sortie de secours et les lampes torches des opérateurs éclairent la pièce. Un silence oppressant règne, troublé seulement par le souffle des hommes et le goutte à goutte d'eau au loin. Les opérateurs voient les cadrans éteints et comprennent qu'ils ont perdu l'alimentation. Un superviseur demande des batteries de secours, mais il n'y a qu'environ 8 heures d'autonomie, voire moins. Avant tout, tu veux entendre quelque chose d'effrayant.
L'autre jour, j'étais avec un ami pour s'amuser. J'ai trouvé leur nom sur Google et découvert leur ancienne adresse, numéro de téléphone et un vieux mail. Je leur ai lu, ils ont demandé « Comment tu sais ça ?» Tu peux pratiquement googler n'importe qui ou n'importe quoi et découvrir toutes sortes d'informations privées comme ça. Ces sites sont gérés par des courtiers en données qui collectent tes informations personnelles. Ils emballent tout ça et le vendent à quiconque en veut. Et généralement, ce sont les arnaqueurs et les spammers qui en veulent. Ces types impriment de l'argent et c'est complètement légal. Aux États-Unis, les courtiers doivent légalement supprimer tes données sur demande, mais compliquant la procédure. Sinon, fais comme moi et utilise Aura, le sponsor de cette vidéo. Aura repère les courtiers en données, qui diffusent tes infos et demande leur retrait pour toi. Après quelques semaines, tes infos ne s'afficheront plus sur ces sites lors de tes recherches. Aura surveillera le dark web en continu et m'alertera. En cas d'exposition de mes informations personnelles, ils m'avertiront vite si quelqu'un tente d'accéder à mon crédit ou à mes comptes bancaires. Ils m'offrent aussi jusqu'à 5 millions de dollars d'assurance contre le vol d'identité en cas de problème. Ils ont aussi un VPN de classe mondiale qui me permet de naviguer et de faire des achats en toute sécurité depuis n'importe quel endroit que je choisis. Est-ce que votre VPN actuel offre toutes ces autres fonctionnalités aussi ? Probablement pas. Vous pouvez aller sur mon lien. Essayez. Auracom/infographics 14 jours gratuits, suffisant pour Aura. Identifiez les courtiers qui vendent vos données et lancez des demandes de retrait en votre nom. La station tombe alors en panne totale. Sans électricité, les pompes ne fonctionnent plus et l'eau ne circule plus dans la cuve du réacteur de l'unité 1. Maintenant, chaque minute compte comme une heure. Les opérateurs se précipitent vers leur voiture sur le parking, cherchant les véhicules qui n'ont pas été emportés. Ils retirent les batteries sous les capots, les traînent dans la boue et montent les escaliers sombres pour les brancher aux panneaux de contrôle avec des pinces, espérant une mesure. Une jauge s'allume, signalant une nouvelle désastreuse. Le niveau d'eau baisse dans l'unité 1 où l'eau bout et se transforme en vapeur. La pression à l'intérieur de la cuve monte en flèche. Ils essaient d'activer le condenseur d'isolement, un système de sécurité passive. C'est comme un grand radiateur où la vapeur monte, se condense puis redescend sans pompe. Ils ouvrent les vannes manuellement. La vapeur siffle, la pression baisse. Ça marche, mais brièvement. Leur formation prend le relais. Ils savent qu'on ne peut pas refroidir un réacteur trop rapidement. Sinon le métal deviendra cassant et se fissurera. Les opérateurs ferment les vannes pour limiter le refroidissement et prévoient de les rouvrir bientôt. Mais lorsqu'ils essaient, rien ne se passe. Le courant continue. Les batteries de la vanne sont déchargées. Les vannes restent fermées. Le condenseur d'isolement est hors service. Et l'unité 1 est isolée depuis 2 heures, à 16h46. La température dans l'unité 1 dépasse 2000 degrés Fahrenheit. L'évaporation de l'eau de refroidissement fait baisser le niveau, exposant le sommet de l'assemblage de combustible à la vapeur surchauffée, déclenchant la fusion du cœur et la défaillance des barres de combustible. La gaine métallique surchauffe, réagit à la vapeur et s'enflamme, générant de la chaleur au lieu de l'évacuer. Le métal s'oxyde vite, capte l'oxygène de la vapeur d'eau et inonde la cuve de gaz hydrogène, tandis que le réacteur libère une grande énergie. Le cœur ne se réchauffe plus uniquement par désintégration radioactive, mais aussi par combustion chimique. La température atteint 2200 degrés Celsius. Les extrémités des barres de combustible de 3,60 mètres émergent de l'eau. Rouge, la vapeur passe de l'orange terne au cramoisi. Les tubes métalliques gonflent et se fendent. Des pastilles d'uranium s'en échappent, tombent dans les canaux et fusionnent en une masse en fusion. 2h30. Dans la salle de contrôle, une jauge de batterie de voiture vacille dans la pénombre. L'aiguille dépasse la ligne rouge, indiquant le sommet du combustible actif, et continue sa course. Elle pénètre dans l'espace blanc vierge du cadran, un point qu'elle n'était jamais censée atteindre. Un ingénieur principal observe l'aiguille osciller, puis s'immobiliser. À voix basse, il murmure une prière. Le cœur n'est plus un réacteur, mais un four qui se consume lui-même. L'uranium et les pastilles de combustible ramollissent. Le cœur s'effondre. Les barres fusionnent et bloquent l'eau injectée. Plus tard, les alarmes de radiation retentissent dans la salle de contrôle. Les tubes de combustible sont brisés, libérant des gaz radioactifs comme le xénon et le krypton. 4 heures plus tard, la nuit tombe. La centrale est plongée dans le noir. Seules les lampes torches percent l'obscurité. Dans l'unité 2 et l'unité 3, la situation est légèrement différente, mais tout aussi désespérée. Ces réacteurs n'ont pas de condenseur d'isolement, mais une turbine à vapeur utilisant celle du réacteur pour actionner une pompe.
Conception brillante pouvant fonctionner sans électricité tant qu'il reste de la batterie pour les vannes. Dans l'unité 2, le système oscille entre stabilité et fusion du cœur. Les batteries s'épuisent. Les opérateurs cherchent dans toutes les sources d'énergie pour garder le circuit de contrôle actif. Dans l'unité 1, la situation est désespérée. Le niveau d'eau est sous le combustible actif. Le cœur est presque sec. Le combustible devient une boue liquide, le corium, lave radioactive d'uranium fondu et d'acier. Il s'égoutte au fond de la cuve du réacteur, formant des flaques incandescentes, grésillant contre l'acier épais. Masao Yoshida se trouve dans le centre de réponse d'urgence, un bâtiment semblable à un bunker sur le site, hurlant dans un combiné téléphonique en direction du siège à Tokyo. Il lui faut des camions électriques, des camions de pompiers et des batteries. Tokyo tarde, débattant des règles et craignant la bureaucratie. Yoshida raccroche violemment. Livrés à eux-mêmes 8 heures, la pression dans l'unité 1 devient critique. La cuve en acier se déforme et risque d'exploser, libérant un nuage destructeur sur la région. Ils doivent évacuer la pression. L'éventage impose de choisir entre deux mots. Relâcher délibérément de la vapeur radioactive pour éviter l'explosion de l'enceinte de confinement. Cela contaminera Okuma, mais sauvera la cuve. C'est l'unique choix. Les vannes sont au sous-sol. 2 opérateurs sont volontaires. Les hommes, masqués et en vêtements de pluie, prennent de lourdes lampes torches et scotchent manches et bas de pantalon. Ils entrent dans le sas, où la radioactivité augmente, les rayons gamma traversant l'acier. La chaleur est suffocante et l'air saturé d'humidité. Ils trébuchent à travers les décombres, naviguant dans le labyrinthe de tuyaux. Lorsqu'ils atteignent la passerelle, le compteur de radiation grimpe à des niveaux synonymes de mort certaine, en quelques minutes. Ils forcent pour tourner la roue afin d'ouvrir la vanne, mais elle est bloquée. La pression d'air nécessaire pour aider à ouvrir la vanne a disparu. Ils poussent de toute leur force, hurlant sous leur masque, la sueur leur brûlant les yeux. Mais elle ne bouge pas. Vaincus, ils reculent en titubant dans l'eau noire jusqu'aux genoux, odeur de fer chaud et d'algues pourries. 8h30. Les compteurs de radiation hurlent sans arrêt. La lampe d'un volontaire s'éteint, et dans l'obscurité une présence frôle son mollet. Bien plus tard, il comprendra que c'était un câble de 400 volts dans le sas. Ils s'effondrent, vomissent dans leur masque, jusqu'à obstruction des aérations. En retirant leur masque, l'air sent le sang et le cuivre brûlé. Le plus jeune regarde son collègue, accablé par la situation. L'homme le plus âgé reste silencieux, allume une cigarette de ses mains tremblantes. La braise éclaire brièvement l'obscurité. 11e heure, 12 mars. Sur les routes à l'extérieur de l'usine, c'est le chaos total. Des milliers de voitures sont bloquées dans les embouteillages et les gens fuient à leur maison, serrant contre eux leurs animaux de compagnie et leurs enfants. Aucune information sur la gravité. Les radios diffusent de la musique calme et des avertissements vagues. Dans l'usine, la situation empire. Les radiations augmentent fortement dans la salle de contrôle, obligeant les opérateurs à porter des masques. L'air est filtré, mais les rayons gamma traversent les murs. Dans l'unité 1, la lave radioactive a traversé la plaque en acier et ronge maintenant le fond de la cuve du réacteur. Les opérateurs perdent la lutte pour l'unité 1 sans savoir que la situation va empirer. 15h, 5h, 46 du matin. Le soleil se lève sur une scène de dévastation totale. Les débris du tsunami sont partout. La boue recouvre les routes. À l'intérieur de l'unité 1, la pression est critique et l'enceinte de confinement grince. Le gouvernement japonais mesure l'ampleur du désastre et élargit la zone d'évacuation à 10 km. Une percée survient finalement. Un compresseur d'air temporaire est amené au tuyau, injectant assez de pression pour ouvrir la soupape de ventilation. Un panache de vapeur sort de la cheminée de l'unité 1, mais les opérateurs ont fait une erreur fatale. Le gaz hydrogène, issu de la fusion, ne s'échappe pas uniquement par la cheminée. Faute d'électricité, les clapets anti-retour échouent, et le gaz s'échappe dans la salle de service. L'étage supérieur du bâtiment du réacteur, vaste espace sous un toit en tôle, accumule l'hydrogène qui se mélange à l'oxygène sous les poutres. Sa concentration passe de 4% à 8%, puis 12%, formant une immense bombe fuelaire. Attendant un détonateur pendant 24 heures, la première journée s'achève. Les hommes, épuisés et affamés, boivent seulement de l'eau en bouteille et surveillent des jauges immobiles. Ils se préparent à injecter de l'eau de mer en dernier recours. Le réacteur sera définitivement endommagé, le sel marin corrodant le métal. Malgré l'opposition du siège, Yoshida, préoccupé par l'argent, prépare les conduites. Un problème plus grave approche. 25 heures,
15h36, une réplique secoue la centrale, une étincelle surgit. L'explosion a l'unité un chimique et non nucléaire, et d'une violence dévastatrice. Le toit en béton du bâtiment du réacteur est pulvérisé. La structure en acier de l'étage supérieur se tord. Une onde de choc brise les fenêtres du bâtiment administratif à des kilomètres. Les opérateurs voient sur les moniteurs la fumée se dissiper, puis comprennent que le bâtiment n'est plus qu'une carcasse. L'explosion a sectionné les tuyaux qu'ils venaient d'installer pour injecter de l'eau, et a écrasé le seul générateur qu'ils avaient réussi à faire fonctionner. Les niveaux de radiation à l'extérieur explosent, et des débris hautement radioactifs sont dispersés sur le sol. Le taux de dose grimpe à des niveaux qui rendent l'environnement extérieur mortel. Les ouvriers se battent dans un champ de mines radioactifs. Le 13 mars, l'unité 1 est détruite en 40 heures, puis l'unité 3 tombe à son tour. Cette unité fonctionne avec un combustible spécial qui contient du plutonium, rendant le combustible plus chaud et la radiation plus toxique. Le refroidissement utilise la vapeur et consomme l'eau du réacteur. Quand l'eau baisse, le système s'arrête pour se protéger. Les opérateurs tentent de redémarrer et d'utiliser la pompe à vapeur, mais échouent à chaque fois. La pression augmente rapidement dans l'unité 3 comme dans l'unité 1, mais plus vite. Le combustible fond et l'hydrogène s'accumulent. Yoshida prévient les ouvriers de fuir. Ils cherchent un abri, mais il n'y a nulle part où se cacher face à une telle explosion. 52 heures, 14 mars, 11h01. L'explosion à l'unité 3 rend celle de l'unité 1 insignifiante. L'hydrogène a explosé à l'intérieur du bâtiment, provoquant une déflagration verticale qui projette un nuage en forme de champignon, de fumée noire et grise montant à des milliers de mètres. D'énormes blocs de béton, parfois gros comme des voitures, sont projetés sur les bâtiments des turbines. Les camions de pompiers ploient, coupant les conduites d'eau qui soutenaient l'unité 2. L'unité 2 a survécu pendant des heures grâce à sa pompe à vapeur, un exploit d'ingénierie remarquable. Mais les débris de l'unité 3 déchirent ses conduites de refroidissement, et la pompe s'arrête. L'unité 2 fond actuellement, sans explosion. L'explosion a ouvert un trou sur le côté du bâtiment, permettant à l'hydrogène de s'échapper naturellement. L'unité 2 est en rupture. Le fond cède, le combustible en fusion traverse acier et béton. Un nuage invisible s'échappe, empoisonnant la terre et prêt à enflammer le ciel. Depuis 72 heures, l'unité 4 était hors ligne et vide de combustible, donc elle aurait dû être sûre, mais les systèmes sont interconnectés. Les conduites d'aération de l'unité 3 en fusion utilisaient la même cheminée que l'unité 4. Après l'évacuation du gaz hydrogène de l'unité 3, une partie est revenue, et s'est accumulée silencieusement dans le bâtiment de l'unité 4 à 6h14. Le 15 mars, l'explosion de l'unité 4 détruit les étages supérieurs, révélant une menace terrifiante. Au dernier étage de l'unité 4 se trouve une piscine d'eau contenant plus de 15 000 assemblages de combustible usé. Ce sont de vieilles barres, mais elles sont encore chaudes, et sans le toit, l'eau de la piscine commence à s'évaporer à ciel ouvert. Si la piscine se vide, les barres métalliques s'enflammeront et la fumée emportera des tonnes de matière radioactive. Au sud, près de Tokyo, on informe le Premier ministre. Si la piscine du réacteur 4 brûle, il faudra évacuer Tokyo, soit 30 millions de personnes. C'était une mission sans retour, et il devait trouver des volontaires. 96 heures au 16 mars, les niveaux de radiation sont si élevés que les travailleurs ne peuvent pas s'approcher des bâtiments. Les salles de contrôle sont régulièrement désertées quand les doses augmentent. Yoshida dort sous son bureau dans le bunker, fume sans cesse et a accepté de ne jamais en sortir. Ils doivent amener de l'eau dans la piscine du réacteur 4, mais les camions ne peuvent pas s'approcher à cause de la radiation. Les hélicoptères militaires cargo-hélicoptères 47 Chinook décollent, attachant d'énormes seaux, habituellement utilisés pour les feux de forêt sous leur ventre. Ils les plongent dans l'océan, puis volent vers les ruines. Les pilotes traversent un nuage radioactif. Leur compteur sonne l'alerte. Ils disposent de secondes pour viser le largage. L'eau de mer s'abat sur le squelette de l'unité 4. Une grande partie est emportée par le vent, et une partie se transforme instantanément en vapeur, mais suffisamment atteint la piscine pour faire baisser la température au sol. L'escouade spécialisée des pompiers de Tokyo, habitués aux attaques chimiques, arrive à bord de camions équipés de canons à eau, et se gare aussi près que possible. Ils pointent les lances en hauteur, et projettent des jets d'eau de mer en arc au-dessus des décombres, la faisant pleuvoir dans les piscines. Ils tirent à l'aveugle, incapables de voir la cible, et prient pour que la physique fasse son effet. L'incendie était maîtrisé, mais l'eau devenait un ennemi incontrôlable. Jour 7. Des câbles électriques, tels de gros serpents de cuivre, sont tirés à la main,
à travers la boue radioactive depuis le réseau. Une à une, les pompes sont reconnectées, et de l'eau fraîche commence à circuler. Les températures dans les cœurs commencent à baisser de 4000 degrés à 900 degrés, puis finalement à 200. La fusion cesse quand la lave refroidit, et devient une roche vitreuse au fond des cuves. L'urgence finit, les conséquences persistent. Fukushima était maîtrisé, mais les dégâts persistent. Des zones d'exclusion abritent des villes fantômes. Les eaux souterraines des collines rejoignent la mer en traversant les sous-sols des réacteurs, touchant le combustible fondu et devenant radioactive. Chaque jour, 400 tonnes d'eau sont contaminées. Du liquide de refroidissement est injecté dans le sol, formant un mur de glace d'1 mile autour des réacteurs. Solution désespérée mais efficace. Des milliers de réservoirs en acier stockent l'eau contaminée. Le nettoyage prendra encore 30 ans. Des robots découperont le combustible fondu gramme par gramme. Masao Yoshida est mort d'un cancer en 2013, 2 ans après la catastrophe. Il est resté à la centrale durant la crise et est reconnu pour avoir sauvé l'Est du Japon en désobéissant aux ordres. Découvrez des lieux encore plus contaminés que Tchernobyl et Fukushima, ou cliquez sur cette vidéo.